Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 73, nous discuterons du secteur des fonds de couverture, ou hedge fund en anglais, avec Raymond Kersero, chercheur principal chez PWL Capital. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Ça va bien, merci. Salut Raymond, on est bien heureux de te revoir dans ce podcast. Je suis bien content de me joindre. Excellent, donc je vais commencer. On t'a invité Raymond aujourd'hui à te joindre à notre balado parce que tu as récemment publié une série d'articles qui couvrent le secteur des fonds de couverture ou en anglais les hedge funds. Et on a pensé qu'il serait intéressant de t'avoir dans notre émission pour couvrir les principales conclusions de tes recherches. Si nos auditeurs sont intéressés à lire les articles de Raymond afin d'en apprendre un peu plus sur le secteur, sachez que les articles sont disponibles sur le site web de PWL Capital dans la section « Apprendre » et on va aussi fournir des liens vers ces articles avec ce podcast. Donc, Raymond, ma première question pour partir de la discussion d'aujourd'hui, une petite question de base. Le terme « fonds de couverture » est largement utilisé, mais c'est quoi en réalité un fonds de couverture exactement pour nos auditeurs? Oui, il y a plusieurs facteurs qui distinguent un fonds de couverture des autres types de fonds d'investissement. La première chose, c'est que ces genres de fonds-là utilisent généralement des stratégies complexes avec une combinaison de vente à découvert, de produits dérivés et d'effets de levier. Je t'arrête. Une vente à découvert, Raymond, peux-tu expliquer un peu pour nos auditeurs ce que c'est? Oui, tout à fait. Une vente à découvert, c'est vendre un actif qu'on ne détient pas, donc vendre des actions d'une société sans le détenir. Pas dans le but de faire de l'argent en espérant que le titre va baisser en valeur. OK, c'est à l'inverse d'acheter une action dans l'espoir que le titre monte en valeur. OK. Exactement, exactement. Alors, il y a cet élément-là. Ensuite, je dois mentionner, par contre, qu'on ne peut pas généraliser trop à propos des hedge funds, en ce sens qu'il y a des hedge funds qui sont super volatiles, super risqués, et puis il y a d'autres hedge funds qui, au contraire, sont très, très conservateurs, qui donnent des rendements qui ressemblent un peu à des rendements d'obligations. Une chose à ajouter aussi, c'est que leur structure de frais, en général, est assez complexe, puis ça implique une combinaison de frais de base et de frais à la performance. Aussi, en général, les fonds de couverture sont relativement opaques. Ils dévoilent assez peu d'informations sur leur stratégie d'investissement puis ce qu'ils font avec l'argent pour générer des profits. Et pour compléter, les fonds de couverture sont principalement vendus à des investisseurs admissibles. Alors, Raymond, je pense que pour nos auditeurs, ça serait bon de partager avec eux c'est quoi un investisseur admissible. En anglais, on dit « accredited investor ». Alors, les valeurs mobilières sont réglementées au niveau provincial. Les règles sont un peu différentes entre, par exemple, l'Ontario et le Québec. Je suis allé sur le site de l'AMF pour voir la définition. Et je vais la lire. C'est une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d'actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 million de dollars, déduction faite des dettes correspondantes. Ceci dit, ce n'est pas de l'eau de roche, ce document, parce qu'il y a un article J.1 qui dit que c'est la même chose, mais pour quelqu'un qui a 5 millions et plus déduction faite des dettes correspondantes. Aussi, ça peut être quelqu'un qui gagne plus de 200 000 pour les 2 dernières années ou de concert avec un conjoint 300 000. Donc, tout ceci pour dire que on présume que les gens qui ont pu accumuler ce genre de sous, ce sont des gens sophistiqués sur le plan financier, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Donc, ces genres de placements s'appliqueraient à eux. Donc, ceux qui vendent ces produits-là doivent s'assurer que la personne va être, ou l'investisseur va être admissible, en guillemets. Donc, pour la deuxième question qu'on a pour toi aujourd'hui, Raymond, je pense que
c'est juste de dire que pour la plupart de nos auditeurs, le secteur des fonds de couverture, c'est vraiment un mystère. Pourrais-tu donner un résumé à haut niveau des types de fonds de couverture et de leur stratégie? Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers des fonds de couverture, il existe des douzaines de stratégies. Alors, ce serait difficile de parler de tout ça. Par contre, c'est toutes ces stratégies, ou la plupart d'entre elles, appartiennent à l'une des trois catégories suivantes. Donc, la première catégorie, c'est les stratégies de valeur relative. Valeur relative, pourquoi? Parce que la stratégie, c'est de combiner des positions longues et des positions à découvert sur des titres fortement corrélés. Je donne un exemple. J'achète la Banque Royale, puis je vais vendre à découvert l'action d'une autre banque, admettons, je veux dire, la TD. Bon, mais le but, c'est que ces deux actions du secteur bancaire, donc les mouvements des deux actions jusqu'à un certain point devraient se compenser l'un et l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça justement un fonds de couverture. Petit problème avec les fonds à valeur relative, on peut avoir un peu une espèce de faux confort avec le fait qu'il y ait des positions de couverture qui sont là, donc des positions à découvert pour protéger les positions longues. Il y a plusieurs exemples. En fait, deux des plus grands désastres dans l'univers des hedge funds sont reliés à des stratégies de valeur relative. Il y a eu Long Term Capital Management en 1998, qui a en fait même failli entraîner l'économie en récession et qui a dû être fermé et repris par la Réserve fédérale américaine. Et puis en 2008, il y a aussi la banque d'investissement Bear Stearns qui s'est effondrée à la suite de pertes dans un fonds à valeur relative. Donc, ils étaient détenteurs de ce fonds-là et puis le fonds a perdu tellement d'argent que la banque a dû être revendue pour très peu d'argent à une autre banque parce qu'elle était au bord de la faillite. Donc, valeur relative, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les stratégies événementielles. Donc, l'idée, c'est de tirer parti d'un événement. Par exemple, l'annonce d'une fusion. Un fonds de couverture événementiel, par exemple, va, lors de l'annonce d'une fusion, acheter l'action de la compagnie qui est acquise et vendre à découvert l'action de la compagnie qui est l'acheteuse, en espérant qu'il va avoir des mauvaises évaluations entre les deux. Donc, événementiel, mais là, on parle de deux actions, mais ça peut être tout simplement dans le cas d'une fusion-acquisition où l'acquéreur paye en argent. Ça peut être tout simplement, on va acheter l'action de la compagnie acquise parce que le prix n'a pas atteint le prix de l'action au marché n'a pas encore atteint le niveau offert, tout simplement parce que la fusion n'a pas été consommée encore et approuvée par les administrateurs. Il reste un peu de risque. Donc, le fonds événementiel, à ce moment-là, accepte de courir ce risque-là pour faire la différence de prix. Est-ce que ça peut être aussi dans le cas de surenchère, ils prennent position parce qu'ils pensent qu'il va y avoir encore surenchère sur cette position-là? Exactement. En fait, la surenchère, c'est vraiment le cas idéal. Tu as acheté l'action de la compagnie qui est la cible d'une acquisition, et puis tout à coup, il y a un autre acquéreur potentiel qui se manifeste et qui est prêt à payer encore plus cher pour l'action. Là, c'est sûr que le fonds de couverture est mort de rire. Ouais. Par contre, l'effet inverse existe. Dans bien des cas, les fusions-acquisitions, le fonds de couverture détient l'action de la compagnie acquise, puis tout à coup, qui a été acheté à une prime importante par rapport au prix précédent à l'offre. Et tout à coup, les actionnaires décident de rejeter l'offre et puis il n'y a pas de nouveau investisseur qui est prêt à surenchérir ou à égaler l'offre déjà faite. À ce moment-là, le fonds de couverture peut perdre quand même beaucoup d'argent. Là. Ça peut être, les pertes peuvent être pas mal sévères. Donc, c'est pas les événementiels, c'est pas des gagnants à coup sûr, là, loin de là. Il faut prendre des risques et puis gérer des risques. OK. Et finalement, la catégorie qui, moi, m'apparaît probablement la plus risquée de toutes, c'est les fonds directionnels. Donc, dans un fonds directionnel, on prend un pari sur l'appréciation ou la dépréciation d'un titre, d'une obligation, d'une devise ou même d'une commodité ou d'une matière première.
l'exemple récent, le plus récent de ça, c'est la frénésie GameStop, où beaucoup de fonds de couverture disaient « Ah mon Dieu, cette compagnie-là s'en va en faillite. » Ils ont pris des positions à découvert en espérant faire de l'argent, puis ils sont mis à dévoiler ou à écrire des rapports de recherche à l'effet que la compagnie serait en grave difficulté. Et comme de fait, il y a beaucoup d'investisseurs au détail qui ont décidé de prendre le contre-pied de cette stratégie-là. Donc, il y a eu des grands mouvements de style Bungie un peu, là, des grands mouvements à la hausse et à la baisse sur le titre de GameStop. Là-dessus, et c'est un parfait exemple d'une stratégie directionnelle qui a peut-être tourné très bien pour certains fonds de couverture et très mal pour certains autres. Il n'y a pas George Soros aussi qui a fait peut-être fortune avec un fonds comme ça directionnel? Oui, probablement la transaction la plus célèbre par un fonds de couverture où George Soros, au début des années 90, a parié sur une dévaluation de la livre sterling. Et en effet, la livre sterling a subséquemment été dévaluée. Alors, Soros, ou plutôt le fonds géré par George Soros, a fait un profit sur cette transaction-là de plus d'1 milliard de dollars américains, ce qui est déjà très spectaculaire dans le monde d'aujourd'hui, mais imaginez au début des années 90, alors que un dollar valait beaucoup plus que c'est le cas aujourd'hui. Raymond, on a l'impression qu'il y a très peu de transparence dans les investissements des fonds de couverture et que leurs stratégies sont complexes à comprendre pour les investisseurs individuels. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, il y a la transparence et puis aussi la complexité. Je sais pas, je ne suis pas sûr que la plupart des investisseurs qui se lancent dans les hedge funds comprennent l'énorme complexité de ce qu'il y a là-dedans. Donc, je voulais souligner quelques éléments auxquels il faut porter attention pour quelqu'un qui voudrait investir dans les fonds de couverture. La première des choses, c'est de comprendre la structure des frais. Ça, je vais rentrer là-dedans un petit peu plus tard. On va aller un petit peu plus dans le détail, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça peut apparaître en surface. Deuxièmement, il faut voir les obligations que le fonds s'impose à lui-même en termes d'information continue aux investisseurs. Donc, c'est bien beau d'investir dans un fonds de couverture, mais avant d'investir, il faut voir qu'est-ce que le gestionnaire promet de fournir comme information sur une base continue, de sorte que comme investisseur, bien, tu peux au moins être rassuré de savoir où est-ce qu'il s'en va, le fonds. Tandis que s'il ne divulgue rien du tout, ça peut être assez pénible comme expérience d'investissement. Et la troisième, qui est super importante aussi, parce que dans la plupart du temps, quand on investit dans des fonds de couverture, il y a une période de blocage initial. Donc, souvent, les premières 3 années, en général, on ne peut pas demander de remboursement de nos parts du fonds de couverture. Donc, c'est important de bien savoir puis de bien comprendre dans quoi on s'embarque parce que là, on est engagé pour plusieurs années sans revoir la couleur de notre capital. Un dernier point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, François, c'est l'importance de vérifier la réputation du gestionnaire. Moi, j'ai sursauté. La semaine dernière, je lisais justement dans le Wall Street Journal l'histoire d'un fonds de couverture, et pas le moindre, c'est quand même un fonds de couverture qui gère 2 milliards de dollars, qui a trouvé des astuces. Pardon? Oui, quand même, c'est un bon fonds. Là. Oui, c'est pas une binerie, là. 2 milliards de dollars qu'ils gèrent et puis ils ont trouvé des astuces pour éviter de retourner l'argent aux investisseurs qui redemandent un remboursement de leur part. Pourtant, c'est un fonds qui affirme réaliser des rendements très importants sur le capital, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas capables de retourner l'argent aux investisseurs. Ils trouvent des façons de ne pas le faire. Alors ça, c'est quand même assez... c'est ça, c'est assez désenchanté. J'étais assez désenchanté de lire ça et puis je pense que ça doit servir d'avertissement avant d'investir dans un fonds de couverture, de vérifier la réputation de cette organisation-là, évidemment. Oui, effectivement. Raymond, dans tes blogs, tu écris à propos des promesses que les gestionnaires des fonds de couverture font à leurs investisseurs. Pourrais-tu partager un peu quelles sont ces promesses-là avec nos auditeurs? Oui, je te dirais que quand on regarde le marketing des fonds de couverture, généralement, ils promettent soit des rendements très élevés
ou encore ils promettent d'offrir un élément de diversification ou ce qu'on appelle des rendements non corrélés avec les actions et les obligations. Donc ça, c'est les deux grandes promesses. Moi, ce que j'ai vu dans la recherche, c'est qu'effectivement, les meilleurs gestionnaires de fonds de couverture, je dis bien les meilleurs, pas la majorité, mais il y a une petite minorité qui sont compétents, qui sont capables de créer de la valeur ajoutée. Reste à savoir s'il reste de la valeur ajoutée une fois que les honoraires ont été déduits. On va discuter plus en détail dans des honoraires tout à l'heure. Vous allez voir que ça peut être quand même assez considérable. Je dirais que les preuves concernant les avantages de la diversification sont assez positives. Il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des recherches sur les fonds de couverture pour voir si ça apportait de la diversification par rapport à un portefeuille investi uniquement en actions et en obligations. Et puis, ils trouvent qu'en effet, oui, en étant sélectif, en faisant très attention à quel fonds avec lequel on investit, on peut obtenir un élément de diversification. Donc, ça, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Par contre, ça ne sert à rien d'investir avec compétence et de bénéficier des avantages de la diversification si les frais détruisent les rendements. Ben, en fait, le sujet des frais, c'est un sujet sur lequel on met l'accent dans nos podcasts depuis le début. Depuis le début de la firme, on a mis l'accent sur être sur le même côté de la table que le client. Fait que clairement, ils ont des problèmes vraiment à être transparents, puis ils ont de quoi cacher. C'est aussi simple que ça, selon moi, là. Ben, ça m'amène à une prochaine question. La plupart des investisseurs ont une bonne compréhension de la réglementation des marchés obligataires et boursiers. Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, les FNB, sont également très réglementés pour protéger les investisseurs. Peux-tu nous aider à mieux comprendre comment le secteur des fonds de couverture ou des hedge funds en anglais est réglementé? Oui, bien, je dois dire au départ que je ne suis pas un expert en réglementation, donc c'est un petit peu difficile pour moi d'aller dans le détail. Par contre, dans la littérature, ce que je vois, c'est que les fonds de couverture ont beaucoup de latitude par rapport à ce qu'ils divulguent et à ce qu'ils ne divulguent pas. Donc, en général, ils ont tendance à donner assez peu d'informations. L'idée du fonds de couverture, c'est « Hey, je donne beaucoup plus de latitude à mon gestionnaire, non seulement en termes de stratégie. » Donc, tu sais, tout à l'heure, on parlait d'effet de levier, donc emprunter de l'argent pour investir. C'est des stratégies qui sont quand même beaucoup plus risquées que ce que la majorité des investisseurs peuvent supporter. Mais il y a aussi une grande latitude à savoir, non, regarde-moi, je dévoile rien sur mes stratégies parce que c'est mon avantage compétitif. Moi, ce que je fais, c'est extraordinaire, mais je ne veux pas que mes compétiteurs puissent savoir ce que je fais parce qu'à ce moment-là, je vais me faire couper l'herbe sous le pied par mes compétiteurs. Donc, généralement, je dirais que dans les fonds de couverture, l'opacité et les frais élevés, le manque de transparence, ces deux choses-là, ça constitue vraiment un problème. Ouais. Ray, tu as beaucoup écrit sur le fait que les fonds de couverture, mais il y a aussi des fonds de capital investissement, ce qu'on dit private equity en anglais. Et en fait, il y a tout un regroupement de classes d'actifs qu'on appelle alternatifs, puis ça tombe tout un peu dans ce panier-là. Puis une des choses qui semblerait qu'ils ont en commun, c'est des frais très élevés. Peux-tu nous donner quelques faits sur les frais des fonds de couverture et leur impact, puis précisément sur la performance des investisseurs dans ces fonds-là? Oui, absolument. Donc, dans le cas des fonds de couverture, pour les autres classes d'actifs, je ne peux pas me prononcer, mais pour les fonds de couverture, il y a des effets, puis la manière dont les investisseurs rémunèrent les fonds ou rémunèrent les gestionnaires, ça a des impacts assez subtils. Puis, je voudrais mentionner en premier que détenir plusieurs fonds de couverture, ça amplifie l'impact des frais à la performance. Je vais imaginer un exemple très simple. Moi, je détiens un portefeuille, on va appeler ça diversifié, de 2 fonds de couverture. Et puis, au bout d'un certain temps, je constate qu'un des fonds a énormément de succès, génère beaucoup de profits,
Donc, je rémunère mon gestionnaire avec des frais à la performance ou des honoraires à la performance pour ses beaux résultats. Bravo. Mais d'un autre côté, je détiens un autre fonds de couverture, puis celui-là a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Puis quand on calcule les profits et pertes des deux combinés, bien, les deux se compensent de sorte que moi, je ne fais plus vraiment d'argent, mais n'empêche que mon gestionnaire qui a généré des profits, lui, je vais quand même lui payer des fonds de couverture. Donc, dans l'ensemble, sur mes deux fonds, je ne fais pas d'argent, mais je paie quand même des frais à la performance. Intéressant. Donc, ça, c'est un élément. D'ailleurs, le même article a révélé que là, on parle d'un portefeuille diversifié de plusieurs milliers de fonds de couverture dont ils ont analysé la performance sur plusieurs années. Et essentiellement, les gestionnaires peuvent repartir avec jusqu'à 64 des bénéfices. Donc, essentiellement, selon cette étude-là, si on combine les honoraires de base et les honoraires à la performance, les gestionnaires facturent à peu près ramassent les 2 tiers des profits puis laissent seulement 1 tiers aux investisseurs. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Outrageux. Et c'est vraiment outrageux, je suis d'accord avec toi, François, mais quand on regarde la liste des milliardaires aux États-Unis, quand on tombe en bas des noms très connus qui ont démarré des sociétés publiques, on trouve beaucoup de gestionnaires de fonds de couverture parce que les frais qu'ils font, ils se le mettent dans les poches. Puis Warren Buffett, dans ses lettres annuelles, plusieurs reprises, il s'est un peu moqué de tout ce beau monde-là qui ne sont pas là pour faire de l'argent pour l'investisseur, mais pour leur propre poche. Oui, je serais plutôt d'accord. J'ai une couple d'autres points à soulever par rapport à la rémunération des fonds de couverture. Donc, parfois, les frais de couverture perçoivent des honoraires à la performance si le fonds obtient des bons résultats au début, mais il perd de l'argent par la suite. Mais le problème, c'est que les honoraires à la performance ne sont pas remboursables. Donc, si, admettons, j'investis dans un fonds dans un fonds de couverture, la première année, il fait 25 %. Je lance un chiffre comme ça. Bravo, tu as fait 25 %, donc je vais te payer des honoraires à la performance. Mais l'année suivante, il repère l'équivalent des profits qu'il avait fait la première année. Bien, je me retrouve avec rien au bout de la deuxième année, mais j'ai quand même payé des honoraires à la performance. C'est pas remboursable. Donc, il n'y a rien qui garantit qu'on n'aura pas un fonds de couverture qui va faire beaucoup d'argent au début, qui va générer des honoraires à la performance, mais subséquemment va perdre beaucoup d'argent de sorte que je vais me ramasser avec des honoraires à la performance qui ne sont pas vraiment justifiés. Donc là, on parle vraiment de commission à la performance sans performance en réalité. Mm-hmm. Est-ce qu'il est juste aussi, Raymond, de dire qu'il y a beaucoup de fonds de couverture qui n'ont pas de taux de rendement minimal contractuel? Oui, en fait, c'est ça que j'allais amener. Il y a beaucoup qui n'ont pas de taux minimal contractuel et aussi, il y en a beaucoup qui n'ont pas de ce qu'on appelle le high water mark. Je m'excuse pour l'expression anglaise, j'ai vraiment pas trouvé d'expression française pour ça. C'est quoi un high water mark? High water mark, c'est une limite supérieure de rendement minimal qui est définie en termes de niveau de la valeur liquidative du fonds, au-delà de laquelle le fonds de couverture est autorisé à payer des commissions ou des honoraires à la performance. Donc, juste pour expliquer un petit peu, j'investis dans un fonds de couverture. Au départ, ce qu'on appelle le high water mark est défini par la valeur des parts au début. Donc, si je perds de l'argent la première année, admettons, je perds, je ne sais pas, le fonds de couverture perd 10 %, puis la deuxième année, il récupère ses pertes, bien, j'ai fait un rendement positif la deuxième année, mais il n'y aura pas d'honoraire à la performance parce que j'ai juste récupéré ce que j'ai perdu. Donc, au fur et à mesure par contre, si la troisième année, le fonds de couverture créer de la valeur, disons, fait un rendement de 15 %, bien à ce moment-là, il va y avoir des honoraires à la performance et le high watermark va être rehaussé en conséquence. De sorte que le high watermark, comme ça, augmente au fur et à mesure qu'il y a des honoraires à la performance qui sont versés au fond. Donc, c'est pour protéger l'investisseur, le high watermark, en quelque sorte. Le but, c'est de protéger l'investisseur, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a toutes sortes de mécanismes par lesquels on peut se retrouver à payer des honoraires à la performance pour rien du tout. Mm-hmm. Et puis aussi, ben, je voudrais
souligner le fait que quand tu n'as pas de rendement minimum, ben c'est la même chose. C'est hautement problématique. Puis j'ai été surpris parce que dans les débuts de l'industrie des fonds de couverture, la plupart des fonds de couverture avaient des rendements minimums. Mais maintenant, c'est 86% des fonds de couverture, selon les études, qui n'ont même pas de rendement minimum. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que dès que le fonds de couverture fait de l'argent, donc dès que le fonds de couverture génère des profits au-delà de son frais de base, il commence à recevoir des fonds à la performance. On ne peut pas mettre la barre plus basse que ça. Il n'y a pas vraiment de performance. Disons que la bourse monte une année, disons que c'est un fonds directionnel, comme on discutait tout à l'heure. Oui. La bourse monte en fou une année. Bien, bravo, tu as battu tes frais de base. Elle est où la performance? Hein? Autrefois, il disait, il faut au moins que tu battes le rendement des bons du Trésor, ce qui était déjà, la barre n'était pas vraiment très haute. Là. Non. Mais maintenant, c'est même pas ça. Là. Dans la grande majorité des cas, presque 9 fonds sur 10, il n'y a même pas de rendement minimum pour obtenir les honoraires à la performance. Donc, dès qu'ils couvrent leurs frais de gestion, il y a des... Bingo, l'argent commence à rentrer. Oh, OK. Ben, il commençait déjà à rentrer avec les frais de gestion, là, mais encore plus. Oui. Les honoraires à la performance commencent à rentrer, oui. Wow. Okay. Raymond, c'est un peu comme si tu joues au pile ou face, puis le gestionnaire de fonds de couverture, si c'est pile, il gagne. Si c'est face, c'est toi, tu perds. Fait que c'est comme perdant-perdant, là. Fait que c'est... Encore une fois, pour la plupart des investisseurs, il faut vraiment se méfier. Mais si on parle plutôt du côté des investisseurs institutionnels, Raymond, as-tu dans tes recherches trouvé que des données qui prouveraient que ces investisseurs institutionnels ont développé des méthodologies pour sélectionner les meilleurs gestionnaires de fonds de couverture? Non, moi, j'ai pas vu de preuve dans la littérature. Je peux mentionner un exemple assez frappant. Le fonds CalPERS, qui est le grand gestionnaire de la caisse de retraite des employés de l'État de la Californie, qui est un immense fonds qui fait, je ne sais pas, au moins 2 fois l'actif de la caisse de dépôt, pour vous donner une idée. A abandonné les fonds de couverture il y a plusieurs années. Et puis, je relisais le communiqué de presse qui a été publié à l'époque. Puis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, pour nous, ça ne vaut pas la peine de gérer la complexité et puis le manque d'information, l'opacité de ces produits-là pour ce qu'on obtient en retour. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc, de ce côté-là, l'évidence, les faits ne sont pas très positifs. Aussi, je voudrais souligner qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans les départements d'économie pour savoir si les fonds de couverture ont ce qu'on appelle de la persistance. La persistance, c'est tout simplement, est-ce qu'un fonds qui a bien performé l'année dernière va bien performer l'année suivante? Mm-hmm. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a de la persistance à court terme. Donc, un fonds qui a bien performé dans les derniers mois va peut-être bien performer le mois suivant. Mais il n'y a pas de persistance à moyen puis à long terme. Donc, on ne peut pas dire, tel fonds de couverture, il a bien performé depuis X années, donc je vais l'acheter puis il va bien performer dans le futur. Il n'y a aucune corrélation entre les rendements passés et les rendements futurs quand on prend un horizon à plus long terme. Donc, essentiellement, non, j'ai vu vraiment aucune preuve au niveau de compétences de la sélection. Ouais. Ben, maintenant, pour conclure, là, Raymond, nos clients fortunés là, ou qui seraient admissibles à acheter des fonds de couverture, ils sont fortement sollicités par des groupes qui tentent de leur vendre des investissements alternatifs. C'est particulièrement vrai pour les clients de gestion privée des grandes banques. Les soi-disant conseillers là, disent aux clients qu'ils augmenteront les rendements de leur portefeuille tout en réduisant la volatilité globale de ce portefeuille-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les fonds de couverture ont une place dans les portefeuilles des investisseurs? Bien, je te dirais qu'ils travaillent pour une banque ou pour un autre type d'organisation. À partir du moment où un soi-disant conseiller travaille pour la même organisation qui fabrique les produits puis qui fait de l'argent avec ces produits-là, on ne devrait pas l'appeler un conseiller, on devrait l'appeler un vendeur. Ce serait plus juste. Puis moi, je dirais que si vous n'êtes pas une institution
pour nos auditeurs, si vous n'êtes pas une institution qui a plusieurs milliards de dollars, même un individu très fortuné, si vous n'avez pas plusieurs milliards ou même plusieurs dizaines de milliards de dollars et les ressources qui viennent avec, vos chances d'améliorer vos résultats financiers à l'aide des fonds de couverture, c'est vraiment proche de zéro, là. Les fonds de couverture, pour la plupart, sont vraiment opaques. Évidemment, les honoraires sont gargantuesques et je ne vois vraiment pas comment on peut faire de l'argent comme investisseur individuel là, avec ça. Bon. James, autre chose à ajouter? Non, je pense que c'était vraiment un très bon podcast aujourd'hui avec Raymond qui a partagé le fruit de ses recherches. Nous, en clientèle, on a souvent les questions, qu'est-ce qu'on pense des placements alternatifs? Donc, on voulait, comme il est notre culture, notre façon de faire, de commencer par aller chercher ce que la recherche dit sur l'option d'investir dans des fonds de couverture. Et on conclut facilement que c'est à éviter, et surtout à cause des frais, que tu as très peu de chances de gagner. Au contraire, c'est les gestionnaires qui vont devenir riches à tes dépens. Bien, sur ce, merci Raymond d'avoir participé à notre épisode aujourd'hui. J'ai certainement beaucoup appris, puis j'espère que nos auditeurs ont appris beaucoup aussi. Ça m'a fait plaisir. Je rappelle à nos auditeurs que la série d'articles de Raymond est disponible sur le site de PWL Capital dans la section Apprendre. Je te remercie aussi, James, pour ta participation aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 73e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 16 avril. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt!